J'aimerais bien plus. On commence, Karim, quand tu veux. Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité, encore une fois, vous êtes nombreux et nombreuses, vous êtes des millions de téléspectatrices et téléspectateurs à nous suivre, notamment en Algérie. Merci pour votre fidélité, mais pas que, aussi en France, mais aux quatre coins du monde via le satellite, notamment à nos amis à New York par exemple, au Canada ou encore à Londres. Entre autres, une pensée ce soir, comme à chaque émission, au nom de la direction et de la rédaction, nous allons revenir sur cette crise sanitaire. C'est l'actualité maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois en Algérie. On va revenir sur cette actualité, mais un hommage, une pensée à toutes les personnes qui sont mortes, paix à leur âme, et à ces familles qui sont dans la douleur, qui sont meurtries aujourd'hui et qui malheureusement garderont des souvenirs tragiques qui seront gravés dans leur mémoire pendant plusieurs décennies. Une pensée aussi au corps médical, on va y revenir longuement, et puis à tous ces Algériens et ces Algériennes qui, dans la solidarité, essayent de s'en sortir, et à la diaspora. Mais on va consacrer un temps aussi ce soir, on va revenir, c'était vendredi, c'est le communiqué de l'ambassade d'Algérie à Paris qui fait parler de lui-même, qui est encore en pleine polémique puisqu'il annonce une réglementation précise, une bureaucratie, de la paperasserie avant d'envoyer notamment du matériel ou de l'argent en Algérie pour sauver des vies, car vous le savez, plus le temps presse et plus les vies malheureusement disparaissent. Donc il y a énormément de pertes de plus en plus. Tous les hôpitaux algériens maintenant connaissent, vous le savez, un afflux qui dépasse des capacités d'accueil et font face à une pénurie d'oxygène. On va y revenir ensemble aussi ce soir, qui a été malheureusement fatale. Oui, une pénurie d'oxygène qui a été très fatale à un grand nombre de patients. C'est une situation sanitaire aujourd'hui en Algérie préoccupante, avec des niveaux de contamination au plus haut. Encore aujourd'hui, le système de santé algérien est inexistant et aujourd'hui il est submergé. Je vous parlais d'oxygène, des vies disparaissent à cause de l'oxygène. On a aujourd'hui des autorités politiques, on a un régime, un pouvoir, on va en parler avec nos invités encore ce soir, car on ne peut pas ne pas en parler, qui depuis 2 ans ne s'est pas préparé. Il y a des pays en Occident, en Europe, où il n'y avait pas de masque, où il n'y avait pas d'oxygène, mais bien évidemment toutes ces nations se sont préparées, sauf l'Algérie. On va revenir sur la responsabilité de ce régime, bien évidemment, ce soir. C'était hier, Conseil des ministres, c'était aussi un JT, notamment aux côtés de l'ENTV. Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé. On va revenir ce soir longuement sur ces annonces, notamment autour de la vaccination. Je cite, je lance un appel aux citoyennes et aux citoyens pour affluer massivement sur la vaccination. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? On va revenir aussi sur les chiffres, puisque aujourd'hui, selon les chiffres officiels, on est à 725 000 vaccinés, alors que Abdelmadjid Tebboune, lui, annonce 20% avec la vaccination, dit-il. Ce problème d'oxygène ne se poserait pas, même si on attrape le Covid. C'est sous forme légère, dit-il, comme une grippe. Voilà ce que dit le chef de l'État. On va revenir aussi sur la revalorisation de l'allocation chômage avec nos invités. Et puis, alors, ce qui indigne est la colère aujourd'hui des associations, des avocats, des familles de détenus. Voilà ce qu'il dit. Il n'y a aucun détenu d'opinion en Algérie, ajoutant qu'aucune constitution qui consacre les libertés individuelles et collectives autant que la nôtre, c'est-à-dire celle de l'Algérie. Sans plus tarder, nos invités sur le plateau, car le temps passe et on a énormément de sujets à venir. Le titre de l'émission, l'Algérie d'un côté, avec ce peuple, avec cette générosité, cet élan de solidarité, un peuple algérien qui vit concrètement dans une situation maintenant difficile depuis plusieurs décennies et depuis le début de cette pandémie. Et de l'autre côté, Abdelmadjid Tebboune, avec notamment ses annonces. On va essayer de comprendre, est-ce qu'il est réellement dans un autre monde en faisant ces annonces? Est-ce qu'il n'est pas du tout en lien avec la réalité des citoyens et des citoyennes algériennes et algériens? Sur le plateau, Idir Nouron. Bonsoir Idir Nouron. Bonsoir Monsieur Chaban, merci pour votre invitation.
C'est moi qui vous remercie. Analyste politique, bienvenue à vous, Idir Onouron, fidèle au plateau, cadre du MDA 82-88. Brahim Younsi. Je vais bien lui prêter, moi. Qu'est-ce que vous voulez lui prêter? Son qualité de militant du MDA. Très bien. Vous êtes d'accord, Idir? Il y a matière à débattre. On en parle en off en fin d'émission. Va arriver Karim Neytou Slimane, militant politique, analyste politique, qui va venir nous rejoindre. Et normalement, on devrait avoir le docteur Zoubir Nebachi, médecin en Algérie. On va revenir sur la situation concrète des Algériens et des Algériennes, parce que maintenant, malheureusement, c'est la grosse difficulté, c'est l'hécatombe. On va revenir sur les annonces d'Abdelmajid Tebboune sur l'oxygène, alors qu'il n'y a pas une minute sur les réseaux sociaux où on ne voit pas un post où les Algériens et les Algériennes crient aux larmes en disant « Où puis-je trouver de l'oxygène ?» Voilà de quoi est inondé les réseaux sociaux maintenant depuis plusieurs semaines. Messieurs, bonsoir. Je voudrais qu'on commence tout de suite avec ces deux images de dilemme. On va commencer par la première. Je vais inviter mes collègues en régie que je salue, car sans eux, il n'y aurait pas d'émission. Première image de dilemme que je salue, caricaturiste, qui est très connue, qui devrait s'afficher à votre écran dans quelques instants. Voilà, alors... L'ambassade d'Algérie en France fixe des conditions, voilà ce que dit le dessin. Il faut quoi pour envoyer de l'oxygène à un malade au bled, dit un militant, un membre de la diaspora. On a ici l'ambassade qui répond son certificat de décès sans commentaire. Vous l'avez compris, avec cette bureaucratie, ça va être pas facile du tout d'envoyer du matériel. Dessin numéro 2, Covid-19, ça va s'afficher. L'élan de... On l'a ou pas ? Par la suite, d'accord. En tout cas, voilà le deuxième dessin, on va essayer de l'avoir par la suite. Covid-19, 2 points, l'élan de solidarité des Algériens de l'étranger. Et on a ici donc l'ambassade d'Algérie qui essaye de faire un croche-patte, qui tente de faire un croche-patte. Un militant politique avec une bouteille d'oxygène à la main. Messieurs, peut-être pour ouvrir cette émission depuis plusieurs jours maintenant, les Algériens et les... Voilà, rapidement, nous l'avons, comme quoi la magie en régie, l'équipe se mobilise. Voilà, je vous laisse, voilà, je vous le disais, Covid-19, l'élan de solidarité des Algériens de l'étranger. On le voit ici, l'ambassade d'Algérie, un croche-pied, voilà, avec ce militant qui tente de passer, d'aller très vite, de quitter Paris pour aller aider ses compatriotes, ses familles en Algérie, en Algérienne. Peut-être un mot sur cette situation humaine. Les Algériens et les Algériennes aujourd'hui vivent un moment difficile. Et puis il y a cet élan de générosité en Algérie et puis aussi au sein de la diaspora, Idir Onouron. Oui, tout à fait. Comme j'ai eu à le dire, il y a trop de malheur, il y a trop de douleur pour notre peuple, pour nos concitoyens vivant à l'étranger et aussi ici pour l'ensemble des résidents à l'étranger qui ont encore des attaches, et c'est l'immense majorité. Ça pose vraiment un gros problème. Parallèlement à ça, si on devait rebondir sur cette crise sanitaire majeure, c'est qu'à travers le discours de M. Tebboune, qu'il ne faut pas l'oublier, président de la République, peu importe les conditions et l'environnement qui ont présidé à son élection, s'exonère de toute responssabilité. En parlant de l'oxygène. Je vais vous demander de parler un peu plus fort. Oui. En fait, ce n'est pas pour les téléspectateurs, parce qu'en régie, il n'y a aucun souci, mais c'est pour moi, parce que vous savez, je prends de l'âge et je commence à... D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que, pour moi, à travers le discours de M. Tebboune, si je pouvais le qualifier, c'est qu'il est à la fois dans la déresponsabilisation et dans l'irresponsabilité. À partir du moment où, pour lui et pour ses équipes, qu'elles soient gouvernementales ou ses équipes à la présidence de la République, qui sont complètement décrochées de la réalité et qui, je ne sais pas si vous l'avez noté, Brahim, je pense que oui, parce qu'on a vu l'émission, c'est quand il dit il y a un bateau qui va arriver avec 100 000 litres, mais c'est quoi ça ? Où sont les procédures en état de crise? Ça, c'était prévisible, ce manque d'oxygène. On ne peut pas laisser passer la responsabilité de l'État. C'est une responsabilité à la fois de l'État et c'est une responsabilité politique.
il faudra à tout prix qu'il y ait une commission d'enquête et voir comment ça a pu être possible. Mais vous y croyez depuis quelques jours sur ce plateau, excusez-moi, depuis quelques jours sur ce plateau, on revient notamment sur la responsabilité de l'État. Karim Naïtou Slimane qui va venir nous rejoindre, qui est arrivé, on parlait lundi dernier sur ce plateau. Est-ce que réellement en Algérie, on pourrait avoir le chef de l'État, le ministre de la Santé qui répondrait devant le Parlement par exemple, est-ce qu'on y croit réellement dans un pays où... Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue du droit, l'État est une personne morale. On attaque l'État, pas simplement les responsables viendront après, mais on attaque l'État. L'État pour, d'abord, mise en danger de la vie d'autrui, ça c'est le premier élément, et deuxièmement, les conséquences. On ne peut pas laisser des tragédies qui ont jalonné le pays, les tragédies de 63, c'est un contexte politique, où je rappelle que les 400 martyrs de la démocratie n'ont même pas eu le droit d'être restitués dans le récit national. Ça c'est un. Octobre 88, et je passe sur les exactions commises, toutes les exactions qui ont été commises et les meurtres et les assassinats contre les leaders de la révolution. Je parle de Krim, je parle de Khidr, je parle de Rmisti, je parle de tous ces gens-là. Ce système a érigé finalement l'élimination physique comme mode de règlement de conflits politiques. Octobre 88, avril 2001, toutes ces questions-là doivent faire partie d'un ensemble de mesures, parce que pour qu'on redevienne peuple et qu'on redevienne nation, on doit passer par cet exorcisme général. Voilà. Merci. Idir Ounour, on est en train de me donner une information à l'oreillette. Même réaction, déjà une pensée à toutes ces familles qui vivent aujourd'hui dans la douleur. Il y a aussi cet élan de générosité qui est présent. Mais comme le disait peut-être Idir Ounour, à un moment donné, cet État, mais de part aussi les responsables politiques, devront, moi je suis assez pessimiste là-dessus, mais devraient répondre de leurs responsabilités. Oui, logiquement. Pour revenir au premier sujet que vous avez posé, c'est-à-dire quasiment l'interdiction pour les Algériens installés à l'étranger d'aider leur famille, d'aider la population, d'apporter une aide au peuple algérien. Bon, je ne crois pas que ce soit l'ambassade qui ait pris ce type de décision. Selon vous, pourquoi ça a été... je vous laisse vos propos, mais pourquoi effectivement c'est l'ambassade à Paris qui pond ce communiqué? Parce qu'on le lui a demandé, tout simplement. Parce que ça doit passer par elle. Ça doit passer par elle. Donc, je crois que la décision est venue d'Alger, sinon de la présidence. L'ambassadeur, il faut le dire. Mais est-ce que c'était à lui de le faire, oui, vous dites? Oui, parce qu'on lui a demandé de le faire. Oui, okay. Parce qu'on lui a demandé de le faire. Ça, c'est une certitude pour moi. L'ambassadeur ne peut pas prendre ce type de décision. Il n'est pas dans son rôle. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais moi, ce que je trouve, si cela se passait, je ne sais pas pour ce qui est d'aujourd'hui. Parce que ça s'est passé, ce type de choses, cela s'est déjà passé. Lors des tremblements de terre de Boumerdès, par exemple. 2003. Je crois que c'est 2003. 2003, oui. 2003. Boumerdès, beaucoup d'associations, beaucoup de mosquées, etc., avaient envoyé des aides, et par tonnes. Des couvertures, etc., etc., par tonnes. Or, on a exigé de ces associations que ce soit l'étiquette du Croissant Rouge algérien qui soit collée sur les dons de ce que vous appelez la diaspora. Moi, je n'aime pas beaucoup ce terme. Donc, des Algériens installés en France, notamment. Or, à ce moment-là, moi j'avais des amis que j'ai toujours, qui sont au secours catholique. On avait parlé de cela. Et ils m'ont dit qu'ils avaient envoyé beaucoup de dons aux sinistrés, aux victimes, etc. etc. J'aurais dit, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu la possibilité de distribuer directement à la population les dons? Ils m'ont dit oui. 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 Donc,
J'ai posé la question à certains, moi j'avais de la famille, j'ai toujours de la famille à Boumerdès, est-ce que le Secours catholique a distribué directement les dons à la population? Ils m'ont dit oui. C'était exactement le même cas lors des inondations de Bab el-Oued. Nous avions également envoyé des dons aux populations sinistrées, et c'est bien entendu le pouvoir, pour ne pas dire l'État, qui a monopolisé ces aides-là. Mais les organisations humanitaires étrangères, singulièrement françaises, ont pu avoir directement accès à la population et distribuer sur leur propre label Tout à fait. les dons. Et là, c'est encore plus grave. C'est ça qui est aussi grave. Qu'on permette à des organisations humanitaires étrangères de distribuer l'aide qu'ils apportent à une population sinistrée et ne pas le permettre à des Algériens et à des associations algériennes de le faire de façon directe sur leur propre label. La comparaison, ça, c'est pour moi très, très fâcheux et plus que fâcheux. C'est vrai qu'à l'époque, c'était bien que ces associations puissent le distribuer directement, mais en comparaison avec aujourd'hui, c'est pas normal du tout. Alors, on peut s'arrêter là-dessus un moment. Karim Naïtou Slimane, bonsoir Karim. Bonsoir Chaban, merci de l'invitation. Bonsoir Deidir, bonsoir Ibrahim. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et je tiens à demander pardon pour ce retard qui est dû à des conditions routières qui dépassent ma volonté. Merci en tout cas de votre fidélité à tous les trois et c'est pas facile non plus de prendre la parole, de s'exprimer même si on fait partie de la diaspora. Mais on peut s'arrêter aussi là-dessus quelques instants puisque vous l'évoquez. Voilà ce que dit rapidement le communiqué, notamment sur des demandes d'autorisation qui doivent comporter les indications suivantes: l'identité des donateurs, donc associations, collectifs particuliers, agrément le cas échéant, la liste du matériel précis, concentrateur d'oxygène, des consommables comme des produits pharmaceutiques donc collectés, comportant les indications sur le volume, le poids et valeur. La pharmacie centrale, seule et unique destinataire de dons précisément. Donc le ministère de la Santé se chargera, lui, de la répartition du matériel médical selon donc ses souhaits, voilà, à partir de Paris, Marseille et Lyon. Alors la réponse quand même de l'ambassade avant-hier, si je ne me trompe pas, voilà ce qu'il dit: cela relève de la responsabilité du ministère de la Santé. Une personne ne peut pas dire comme ça je distribue là où je veux 20 à 30 concentrateurs. Voilà ce que dit notamment le communiqué entre autres. Mais là on l'a compris, c'est pour vous. Vous pourrez répondre aussi là-dessus. Je vous lance là-dessus aussi. C'est quoi, de la récupération à un moment donné, de dire le pouvoir, on a aidé, c'est du chantage, c'est de la bureaucratie. Alors, si ce n'est de la récupération sur le plan politique évidemment et humanitaire, moi ce que je crains, c'est qu'il y ait de la rétention. S'il au moins il distribuait, parce que la communauté algérienne en France peut donner les chiffres. Bonne remarque, parce que ce qui est relevé hier à Paris à République, c'est ça, c'est on n'a pas confiance, limite détournement. Oui, c'est exactement cela. C'est exactement parce qu'on a trouvé, par exemple, des couvertures qui ont été envoyées pour les sinistrés de Boumerdès et pour les sinistrés plus tard sur les inondations à Bab el-Oued, qui étaient vendues sur les marchés d'Alger et d'ailleurs. Alors Karim, vous n'avez rien raté, il y a juste un premier tour de micro. Au départ, bien évidemment, vous pourrez réagir sur cette crise sanitaire, toutes ces personnes qui subissent cette crise, qui ont perdu leur vie. D'ailleurs, j'ai une pensée à ma collègue qui vient de quitter les locaux rapidement parce que son oncle est décédé aussi, pour vous dire que voilà, la diaspora, elle a aussi de la famille là-bas et en souffre énormément. Et puis, le sujet, voilà, il est là aussi sur cette ambassade qui pond une réglementation, une bureaucratie, une paperasserie pour... Donc déjà, je tiens à présenter mes condoléances aux familles et aux proches des victimes, et puis à exprimer toute ma solidarité et ma vive compassion avec les personnes souffrantes actuellement en Algérie et puis partout dans le monde, parce qu'il faut rappeler que la crise sanitaire est une crise mondiale actuellement. Sauf qu'elle a été gérée autrement. Absolument, et j'y arrive. Par contre, en ce qui concerne, par exemple, ce communiqué, puisque je dois prendre le train en marche, mais je vais y aller de but en blanc. C'est-à-dire, là, on a l'ambassadeur qui évoque le rôle du ministère de la Santé. Eh bien, oui, si le ministère de la Santé avait joué son rôle,
nous n'aurions pas été obligés d'acheminer par nos propres deniers des concentrateurs d'oxygène et même essayer de faire des cagnottes pour installer de grosses installations de production d'oxygène. C'est-à-dire, c'est justement parce que le ministère de la Santé fait partie de cet ensemble d'institutions non légitimes en Algérie, qui n'ont aucune légitimité et qui ne jouent pas leur rôle institutionnel fonctionnel, fonctionnel réel, que l'on se retrouve actuellement dans cette situation. Donc si l'ambassadeur maintenant vient évoquer un rôle supposé du ministère de la Santé, je dirais qu'il devrait réellement s'imposer au moins un silence, parce que c'est honteux de parler, d'évoquer le ministère de la Santé qui n'a dépensé aucun dinar pour cette crise, au moment où des Algériens, partout dans le monde, prennent de leurs propres deniers pour essayer de créer cette solidarité, donner espoir à un peuple qui est maintenant face au pire. Là, on craint l'hécatombe. Moi, je suis en contact quotidien avec des experts dans le domaine médical, des experts aussi dans le domaine économique, et tous me disent qu'attention, les courbes que vous voyez, c'est des courbes exponentielles et qui peuvent à tout moment monter. C'est-à-dire, là, il y en a qui disent que le pic serait actuellement derrière nous, mais rien n'est sûr. À tout moment, ça peut grimper parce que le véritable problème, d'ailleurs, qui dépasse celui de l'oxygène, la véritable solution qui devrait passer par une politique sanitaire réelle qui s'appuie, par exemple, sur la vaccination, sur la prévention, je rappelle que le gouvernement, jusqu'à présent, n'achète pas de vaccin, n'a aucune vision pour l'avenir. Je rappelle aussi que tous les médecins insistent sur le fait que les variants il y aura d'autres variants et que normalement, non seulement on doit répondre à l'urgence actuelle, mais on doit aussi se préparer pour l'avenir. Alors que ces représentants politiques illégitimes qui sont actuellement contre le peuple, comme ils l'ont toujours été, sont en train d'empirer la situation. Au-delà de la récupération politique, ce qui les intéresse, eux, c'est de briser cet élan de solidarité, cette société civile qui est en train de s'organiser en dehors de leur contrôle et qui est en train d'échapper à leur contrôle. Et j'aurai, j'espère, l'occasion d'en parler plus tard, mais la diaspora va répondre fort, Tous les militants de la diaspora sont en train de s'organiser maintenant pour faire un premier acte de mobilisation samedi prochain devant l'ambassade à Paris. Mais ça sera que le début parce que nous n'allons pas laisser nos frères en Algérie mourir et nous ne resterons pas des spectateurs passifs face à cette situation. Alors, je vous donne la parole, Eddy Ronouron. Je vais juste proposer à Abdellah, s'il vous plaît, en régie, de nous diffuser justement cette image. C'est la numéro 14. Je lui laisse le temps de la préparer, où vous allez voir que selon Our World in Data, qui est un site officiel qui recense notamment tous les résultats de vaccination. Voilà pour l'Algérie, on parle de 725 000 vaccinés officiellement, selon ces chiffres officiels, alors que Abdelmajid Tebboune nous parle de 20%. Vous parliez de vaccination. Faut savoir que le ministre Ben Bouzid dit vouloir accélérer le rythme pour parvenir à une immunité collective comme l'une des solutions plus importantes. Et il dit en début de semaine dernière qu'il a été procédé à la mise à disposition pour courant août de plus de 8 millions de doses du vaccin chinois Sinovac et d'1 million de doses de l'anglo-suédois AstraZeneca. Voilà ce que nous dit pour le mois d'août. Je vous laisse poursuivre, Eddy Ronouron. Oui, ce que je voulais dire pour rebondir sur ce que disait Brahim, il est vrai que dans le cadre associatif, dans le cadre des dons, seul le Croissant Rouge algérien, d'après la loi algérienne, est le réceptacle de tous les dons qui proviendraient même des ONG, entre autres, et qu'il est distribuerait pour compte. Là, je suis entièrement d'accord. Un Croissant Rouge qui a été absent depuis plusieurs mois. Tout à fait. Ce que le communiqué de l'ambassade de France, évidemment, dicté à partir d'Alger, il y a deux lectures à faire. La première lecture, Karim l'a évoqué, c'est briser l'élan de solidarité et d'autonomie. Parce que toutes les décisions qui sont prises dans le cadre des citoyens algériens résidant à l'étranger, dans le cadre des collectifs, se fait en dehors de l'État. Donc ça se fait de manière autonome. Donc c'est une manière... Et c'est incontrôlable par l'État. Et ça, ils n'en veulent pas.
c'est une gestion autoritaire des dons, comme une gestion autoritaire de la justice, comme une gestion autoritaire à tous les niveaux de la vie publique en Algérie. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est que derrière tout ça, le filigrane, quand vous prenez la déclaration et le communiqué de l'ambassade en filigrane, ça ne va pas aller dans une seule région et dans une seule village. Mais c'est surréaliste, ça. C'est surréaliste, ce genre de propos. C'est encore une stigmatisation. C'est vrai qu'il y a des associations kabyles qui sont très performantes et ça rentre dans le cadre de la tradition. Mais je crois que ça, alors, c'est ce que proposait... Non, mais vous gardez la parole. Hein. Je vais très vite parce que c'est place aux invités. C'est ce que proposait quelque part Brahim Nounsi. Mais ça, je ne suis pas sûr que c'est ce qui gêne un peu la diaspora, c'est d'avoir crainte de récupérer et de détourner. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine diaspora, avec certaines régions en Algérie ou Wilaya, où il y a plus de diaspora que d'autres. Oui, ça d'ailleurs, je pense que les Algériens, c'est depuis le début du XXe siècle, dû à l'émigration kabyle en France et en Europe. Mais je pense que l'Algérien n'est pas contre à ça d'être solidaire. Si vous me laissez terminer, vous aurez compris. À partir de ce moment-là, il aurait pu se dire et prendre des éléments et paramétrer ses propos. Mais il n'y a pas d'association kabyle qui fait des collectes pour la Kabylie. Je suis désolé, c'est mon village, la région de Michelet, pour Michelet. C'est la région de Dra al-Mizan, pour Dra al-Mizan. C'est des collectifs, parce qu'ici, dans la diaspora, il y a des comités de village qui font le rapatriement des corps. Ils sont très très bien organisés. C'est vrai que peut-être les autres régions du pays qui sont présentes, comme très grosse communauté de l'Ouest algérien qui est à Marseille, il y a des Chaouis qui peuvent s'organiser. Au lieu de prendre ça comme étant un exemple, on est en train de leur tailler le short, excusez-moi pour cette trivialité. Et troisièmement, ce qu'a dit Karim tout à l'heure, c'est très important. Ils veulent gérer ces dons, non pas pour... c'est même pas de la rétention pour compte, c'est tout simplement bloquer et, si tu veux, escompter sur le seul État les dividendes. Or, toute action qui serait autonome par rapport au pouvoir, évidemment, elle est à scier, elle est à infiltrer, elle est à casser. Il était clair pour moi que le pouvoir allait se servir de ce prétexte régional. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle moi j'avais écrit ce que j'avais écrit. Parce que, connaissant ce système, il allait effectivement, j'allais presque dire, stigmatiser une région. Et il l'a fait. L'ambassadeur, je l'ai écouté avec peine. Bon, je connais bien Daoud Antar, mais j'avais de la peine. J'avais de la peine pour lui, déjà, pour lui, qu'il tombe si bas. Pour lui faire jouer pour lui faire jouer, absolument. Il a joué un rôle de supplétif. Mais effectivement, il fallait absolument... je comprends que ce soit des gens, des villages, etc., qui l'ont fait. Mais sur le plan politique, voilà, cet ambassadeur et les autorités ont essayé de jouer là-dessus. C'est effectivement qu'on aide chaque région qui peut aider très bien, mais il faut, à mon avis, j'allais dire, faire un système de péréquation, voir les régions qui avaient moins... Et que les régions qui ont plus, on donne et vous prenez à celles la qui en parole. ont moins. C'est ça qui... Je vous pose une question. Lorsqu'on regarde les dons de la diaspora, comparé à l'État algérien, c'est une petite somme. C'est rien. On est d'accord. Donc question... c'est la 20e décimale. On constate ici encore, on constate aujourd'hui qu'il y a une absence totale. Et je voudrais aussi, j'en profite à chaque fois aussi pour citer, parce que c'est bien que les téléspectateurs et téléspectatrices qui n'ont pas ces informations le sachent. Voilà ce que disait notamment sur la préparation le ministre de la Santé algérien. Il dit « Le variant Delta nous a pris par surprise en un laps de temps très court. Et selon lui, il vaut mieux, donc dit-il, s'organiser et se préparer en prévision de toute autre vague dans l'avenir, notamment en vue de la 4e vague, alors que c'est un régime qui ne s'est pas du tout préparé. Karim, parce que là, c'est très difficile en deux phrases. Ce qu'a dit, on a le temps. Je n'ai pas une attaque à dominem, mais ça frise d'abord l'indécence. Bien sûr. C'est de l'irresponsabilité, alors que l'honneur et la dignité nous commandent de démissionner. Tout simplement. Et j'arrête là. Karim Naïtou Slimane. Je pense que ces gens-là ne sont pas régis,
leurs actes ne sont pas régis par les valeurs de l'honneur et encore moins de la dignité. Moi, ce que je crois, par contre, par rapport... Mais là, on est là du déni et du mensonge, c'est de la folie. C'est criminel. Ça, c'est des choses qui vont relever normalement plus tard dans un état de droit. Tous ces gens-là vont passer normalement, vont passer devant les tribunaux. Ça relève. Parce que là, déjà, rien que de mettre des obstacles maintenant, c'est non-assistance à un peuple en danger. Et je rappelle aussi que ce que donne la diaspora, c'est 0,001% d'un budget de l'État. Normalement, ça, c'est des choses qui doivent être prises en charge par ce ministère s'ils étaient légitimes. Ils ont un budget, je rappelle, de 4 milliards de dollars. Donc normalement, en principe, c'était à eux de prendre en charge les stations d'oxygène, les gros transformateurs. De prévoir aussi. De prévoir, et même si, on va dire, ils ont failli, ils n'ont pas prévu, là, il faut débloquer très vite des budgets. Faire une commande à l'international, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont rien dépensé. D'un autre côté aussi, ils ont le rôle en tant que ministère, même s'ils ne sont pas légitimes, ils peuvent lancer un appel à l'aide internationale. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi l'Espagne l'a fait? Pourquoi l'Italie l'a fait? Pourquoi le Portugal, il y a quelques jours, ils l'ont fait? On dira que l'Italie fait partie du G7 quand même. Nous, on est loin de l'Italie, mais l'Italie l'ont fait. Pourquoi le gouvernement italien l'a fait? C'est parce qu'ils ont jugé qu'à un certain moment, il y a une crise, ils ne peuvent pas faire face, ils ont besoin d'aide, donc ils disent, voilà, nous, pour sauver les vies des Italiens, on va faire appel, on va appeler au secours. Non, ils laissent le peuple mourir en silence. Et lorsque les gens de la diaspora bougent, ils essayent de bloquer tout ça. Mais ça vous étonne quand on a... Mais vous gardez la parole, Ça vous étonne quand on a l'ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, qui dit qu'on a le meilleur système de santé, quand on a le chef de l'État qui dit que... Est-ce que ça vous étonne? Non, mais est-ce que ça vous étonne réellement que... Moi, franchement, mon temps aurait pris une toute autre tournure s'il ne s'agissait pas de la vie des Algériens. Moi, je ne peux pas être désinvolte avec la vie de mes concitoyens, ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'essaye d'attirer sur les... Là, par exemple, quand on parle d'aides qui vont être destinées à certaines régions, ce n'est pas vrai. Parce que sur le terrain, moi je suis en contact avec des gens en Algérie qui sont en train de distribuer. Croyez-moi comment c'est en train de s'organiser. Ça s'organise de manière de village en village, de région en région. Ne croyez pas que par exemple si la Kabylie, si par exemple à Tizi Ouzou il y aurait des concentrateurs d'oxygène, on va laisser mourir ceux de Boumerdès. Bah oui. Et s'il y aurait à Boumerdès, on va laisser mourir ceux de Blida. Il y a une entraide citoyenne. Ma page personnelle et celle de plusieurs militants sont maintenant se transforment en des plateformes de partage d'informations. Moi, je peux vous garantir que les gens d'Alger vont chercher dans les wilayas à côté, dans les villes à côté, à Oran, quand ils ont besoin, ils vont aller jusqu'à Mustaranem, jusqu'à Mascara, et c'est comme ça que ça se fait. C'est une entraide citoyenne, elle n'est pas régionale. Ça, c'est un argument pourri, sorti, mais vraiment... Voilà, pour polluer le débat. Et déjà, le débat ne devrait pas être sur les concentrateurs d'oxygène, ni sur l'aide de la diaspora. Nous, ce qu'on fait, il faut revenir vers le véritable débat, c'est-à-dire l'absence criade et criminelle du rôle de l'État dans cette crise. Même si c'est des ministères illégitimes, mais le minimum, ils devraient dépenser un peu de cet argent qui appartient à tous les Algériens, et non pas à eux, pour sauver des vies, faire des choses concrètes. Jusqu'à présent, il y a des hommes d'affaires qui ont donné de leur argent, il y a des citoyens, mais l'État n'a rien fait. Et ça restera dans les annales de l'histoire. Ça, il faudra qu'on s'en souvienne parce que les responsables devront payer. Et moi, ce que je crains l'avenir aussi. Parce que le Covid, les variants sont là, ils seront encore là. Et pour l'instant, moi, je ne vois pas de politique réelle qui me permettrait d'espérer vraiment de contrôler la situation. Je vais vous donner la parole. Je voudrais juste, en parlant d'oxygène, parce que les images aussi, elles sont importantes, j'ai proposé à Abdellah de diffuser la 19. Elle a fait la une des médias. Pas qu'algériens d'ailleurs, parce que les médias algériens ne l'ont pas beaucoup utilisé, mais la une des médias internationaux, c'est la vidéo numéro 19. Vous allez voir ici à Intaya des soignants qui reçoivent de l'oxygène en bouteilles. Malheureusement, ce sont des bouteilles, des vieilles bouteilles rouillées, mais ils se battent, ces soignants se battent pour en récupérer une et soigner leurs patients.
Voilà, des images très douloureuses. Vous vouliez réagir en voyant cette scène. Il faut être indulgent aussi. C'est vrai qu'on n'a pas été... enfin, je parle de l'État et de toutes les valeurs qui est censé porter l'État, des valeurs de citoyenneté, s'il y avait un problème d'organisation, mais je ne jette pas la pierre à ces... Ah non, non, c'est pas du tout... Non, mais on est d'accord, mais Edir Nouron, qui n'est pas d'amalgame, on n'est pas du tout là-dedans, c'est justement... Mais ça, c'est les conséquences d'une gestion catastrophique bien sûr, à tous les niveaux, qu'elle soit humaine, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit... Pour revenir juste, Brahim, juste une précision, on a parlé du croissant rouge, que la pharmacie centrale des hôpitaux soit le réceptacle et que ce soit l'organe administratif distributeur de manière équitable dans le cadre de ta péréquation, mais qu'il fasse sur les deniers de l'État à ce moment-là. Ça, c'est un. Et deuxièmement, tous les dirigeants de la PCH des 20 dernières années sont sous les verrous. Ça prouve pour des... Je ne suis pas dans le fond du dossier concernant ces cadres dirigeants de la PCH, mais il y en a beaucoup qui sont dans la malversation et de toute façon tout le secteur de la santé. Que ce soit... D'ailleurs, si vous me rappelez juste un petit mot sur ça, il faut le dire parce que c'est capital et je pense qu'on a oublié de le dire, c'est que les Algériens refusent que ces aides-là passent par l'ambassade et après par le ministère ou la pharmacie centrale, tout simplement parce qu'on ne leur fait pas confiance. Oui, on sait c'est des voleurs. Moi je le dis, je l'assume. C'est des voleurs, on ne leur fait pas confiance. Moi il y a des gens qui m'ont contacté d'Algérie, ils m'ont dit, écoute, ils m'ont dit Karim, si vous ne trouvez pas notre moyen pour contourner cette dernière affaire de l'ambassade, laissez-nous mourir et nous n'envoyez rien à ces voleurs parce qu'ils vont le voler. Il n'y aura pas un effet de rétention, mais il y aura un effet de détournement. Hier à République, on recevait hier soir Aziarav qui nous disait j'étais à République, les Algériens vont continuer à aider, mais ne veulent pas rentrer dans cette bureaucratie. Si je peux me permettre, il était clair que l'État est depuis très longtemps défaillant, absent. Absent, surtout lorsqu'il s'agit de ce type de catastrophe. Et une catastrophe nationale. Il n'a jamais agi ou réagi. Mais de toute manière, il y a déjà 2 ans, les Algériens et les Algériennes, en les écoutant, priaient pour pas que la Covid arrive, parce qu'ils savaient très bien que si la Covid arrivait réellement, on le sait. Il n'y avait pas que il a été défaillant sur non, mais on est d'accord, c'est ce que je vous dis. Sur tous les plans, on parle d'oxygène aujourd'hui, mais le problème n'est pas que dans l'oxygène. Ce que disait Karim tout à l'heure, c'est qu'il y a un gouvernement sans peuple. Ce gouvernement n'a pas la vision du peuple. C'est un gouvernement sans peuple. Mais pour le peuple, il y a un peuple et il n'y a pas de gouvernement. Le peuple est sans gouvernement également. Rupture et consommée. Totalement. Or, cette solidarité, elle s'est faite effectivement, on l'a dit la dernière fois, sur un plan horizontal. C'est la population qui aide la population. C'est les pauvres qui aident les pauvres. C'est ça qui gouverner, c'est prévoir, comme disait Metternich. Mais Metternich a fini caché, parce qu'il a fui, dans un panier à linge sale. Et je crois qu'ils finiront de la même façon que Metternich, au mieux, terminer dans un panier à linge sale, mais je crains que ces gens-là ne finissent comme Nouri Saïd en Irak, c'est-à-dire lynchés. Messieurs, il est 20h10, on a parlé de la santé, on va continuer, mais on va parler bien évidemment des annonces de cette interview hier soir d'Abdelmajid Tebboune. En régie, Abdellah, je vais te proposer de nous diffuser la vidéo numéro 3 et la vidéo numéro 6. Vous allez voir que dans ces 2 vidéos, le chef de l'État revient notamment sur ce réseau social. Facebook, donc dans la première notamment il dit clairement pas de cadeau, pas de laisser-passer pour les utilisateurs de Facebook, et dans la deuxième il est en disant voilà, Facebook vient d'un pays qui spécialement ne nous veut pas du bien, et on en parle aussi juste derrière avec d'autres annonces. C'est pour ça qu'il y aura un pôle اللي تقبض لهم روحه وبرك. اليوم عندنا امكانيات باش نجيب لي زادريس اي بي لي بلو كومبليكي. عندنا جبنا الوسائل تاعنا والقطب، هاد الوسائل تحت تصرف القطب يديرها
في أقصى الشرق، أقصى الغرب، أقصى الجنوب، أقصى كذا، يتحاسب هنا في القطب في العاصمة. هذا هو، ما تبقاش الأمور المس بالوحدة الوطنية والمس باستقرار البلاد. ما نرحم حتى واحد. شهداء استشهدوا على هذا الوطن الغالي، وفيه ناس اللي استشهدوا في الواجب الوطني كذلك بعد الاستقلال، باش تجي اليوم تتلعب به. حذاري. بما أنكم تكلمتم عن أنا نحذر المواطنين من هذا الفيسبوك، جاي من دولة ما تبغيناش الخير. Voilà, de retour avec ces annonces sur Facebook. Abdellah, tu vas garder la main. On va visionner ensemble la numéro 10. Ça fait polémique. Colère, indignation des militants des droits de l'homme, des avocats, puisque le chef de l'État dit clairement qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. يقولوا واش حبوا يقولوا اليوم اللسان سهل. أعتقد أن الدستور نتاعنا اللي هما كانوا ضده مرة كمان. ما فيش دستور اللي كرس الحريات الفرديه والجماعيه مثل الدستور تاعنا. يكفيك اليوم باش دير حزب ديرو بالتصريح، باش دير جريده ديرها بالتصريح فقط، باش دير مسيره روح صرح ودير مسيرتك الى اخره الى اخره الى اخره. سجناء الراي. دوك الانسان اللي يستغل الشبكه العنكبوتيه وسائل التواصل الاجتماعي ونهار كامل هو يسب ويجرح ويمس في شرف الناس ويمس في كذا، لما يفوت والقانون يعاقب على هالشيء. يقول لك سجن الرأي. وش من رأي هذا؟ الرأي اللي يسب عنده رأي. اللي عنده رأي هو أنت تقول توري طريقة نتاع عمل، هو يجيب لك طريقة مخالفة. معليش، خلي الأفكار تفوت، والصندوق هو اللي يفريها بين البرامج تاع الناس. السب والشتم وهذه وراه وما عندناش سجناء الرأي. Voilà, c'est pas la première fois. Vous allez échanger longuement là-dessus. Abdelrani Badi, qui est avocat, membre du collectif de la défense des détenus d'opinion, dit clairement ne pas être étonné puisqu'aucun régime autoritaire qui réprime les libertés reconnaît qu'il emprisonne des personnes pour leur opinion politique précisément. Les personnes qu'on appelle détenues d'opinion n'ont pas exprimé leurs idées, mais plutôt insulté en disant où est l'opinion. Voilà ce que dit le chef de l'État. Il n'y a aucune opinion dans l'injure et la diffamation. Messieurs, bon, on a entendu encore Facebook, il y a le dos large. Ce que je voulais dire, c'est que dans la globalité de l'interview, bon, pour moi, ça acte d'abord, je suis désolé de le dire, l'incompétence de M. Tebboune. D'abord sur le plan du fond et sur le plan de la forme, on y reviendra. Par rapport à ce qu'il dit sur les détenus, il n'y a pas de détenus d'opinion. Il y a des détenus d'opinion, il y a des détenus politiques. C'est deux choses différentes dans le cadre des droits de l'homme. Un détenu d'opinion, c'est quelque chose, et un détenu politique, c'est autre chose. Mais ça participe de la même matrice, évidemment, c'est intimement lié. Je me demande ce que fait Fethi El-Ras en prison. Je me demande ce que fait M. Ardiri en prison. Je me demande ce que fait les militants politiques en prison, dont Hamou Boumeldine, Bouaziz, Aïd Chebib, Hossein Azam et tant d'autres. C'est des détenus politiques et des détenus d'opinion. Le poète à qui on a fabriqué Tajadid, L'Alami, tous ces gens, toutes ces personnes-là merveilleuses qui étaient des petites icônes du Hirak. Alors ils sont incarcérés pour quel motif? Et là en plus, ça acte aussi l'instrumentalisation de la justice. Et il a dit une chose en disant, je reviens là-dessus, j'ai trouvé ça... Quand il a parlé de l'armée, comme quoi c'est la colonne vertébrale d'un État. Allez-y. L'armée ne peut pas être la colonne vertébrale d'un État. C'est la justice qui est la colonne vertébrale d'un État. Et nous, dans notre cas particulier, le proto-État, c'était en 62. L'armée des frontières était construite avant que l'État ne soit construit. Et nous avons hérité d'une culture post-57, d'une culture du mouvement national. Elle est encore de mise. Il y a eu plein de crises qui n'ont pas été résolues. Donc on ne peut pas laisser dire ça. D'abord, il est dans l'approximation, me semble-t-il. Il m'apparaît comme quelqu'un sans charisme, sans proposition,
sans vision du pays, une vision historique du pays, de son ancrage sur les 15-20 dernières années, une vision, une idée du pays, comment il voit cette Algérie que les jeunes voient et que lui ne peut pas voir. Ce n'est pas possible. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pathétique. Et si le système n'a pu produire que ce genre, ou que, excusez-moi, type de voiture, ce type d'individu pour être aux commandes de l'État, excusez-moi, moi j'attaque ni son honneur ni sa dignité, je dis qu'un président, ça travaille dans situation de crise 18 heures par jour. Et ça n'a pas une minute de répit, et ça n'a pas de discours. C'est un président esselé, c'est un président qui n'a pas de société civile, c'est un président qui n'a pas de parti. Il y a une confusion des rôles actuellement avec le nouveau Premier ministre. On ne sait pas s'il est chef de gouvernement ou Premier ministre. Il n'y a pas de majorité claire définie chargée de porter son projet sur ces 54. On entend moins maintenant, mais Chengriha, et j'aurais terminé parce que j'aurais trop parlé, et Chengriha, justement, disqualifie à chaque fois la parole présidentielle, parce qu'il s'improvise chef de guerre. Comme a dit Clémenceau, Brahim, excuse-moi, je vais faire du Brahim aussi avec moins de talent. Clémenceau a dit « La guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires ». Il s'improvise ministre des Affaires étrangères, M. Chengriha, et que reste-t-il au président? Sa parole est disqualifiée, lui-même est disqualifié, il est transparent. Je suis désolé. Et lui et son ministre, et son Premier ministre, et son gouvernement. On sait comment il est arrivé là. Juste pour vous dire, l'hommage donc appuyé par l'armée populaire nationale, voilà ce que dit le chef de l'État hier soir. L'armée est donc seule garante de la cohésion du pays. L'armée est la colonne vertébrale de l'État. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes un pays révolutionnaire et l'armée est héritière de l'ALN. Encore une fois aussi, il faut qu'il y ait en pleine crise, dans le fond, en pleine crise sanitaire où des gens sont en train de mourir, il faut remettre l'armée. C'est encore une sauce supplémentaire. Je demande à mes camarades de me laisser une minute, 30 secondes. 30 secondes. Une minute, parce que... En plus, l'approximation historique qu'il a eue en disant que le rôle de l'armée est consacré dans la déclaration du 1er novembre. C'est une hérésie. Brahim Younsi. Sur ce que vous avez vu en général, entendu. On va encore diffuser deux, trois vidéos. On ne peut pas être déçu par ce type de personnage. Mais quand même, comme disait Blanchot, Maurice Blanchot, mais la déception est toujours insuffisante. Moi, je l'ai écouté hier avec beaucoup de peine. J'ai été effaré. Je ne l'écoute jamais ou quasiment jamais. J'ai été effaré par l'insuffisance, par l'inconsistance, par la superficialité. Je crois qu'hier, plus que par le passé, il a déshonoré cette fonction présidentielle. Il l'a déshonorée. Oui, puis en temps de crise quand même. Limite peut-être cette interview, enfin je ne vais pas comparer avec d'autres pays, mais peut-être qu'à 80%, cette interview, elle aurait dû être consacrée à cette crise sanitaire, à cette solidarité, à ce manque de... à ces défunts. Il n'a même pas eu un mot, il n'a même pas eu un mot, si j'ai bien écouté, si j'ai bien regardé, pour les victimes. Pas un mot. Pas un mot. Alors il parle du corps de santé en disant qu'on va remettre un peu dans l'axe les droits des médecins. En tout cas, il s'est montré véritablement indigne. Envers le peuple. Envers la fonction population et envers sa fonction. Tout à fait. Et envers sa fonction. Il est indigne de cette fonction. C'est quelqu'un... Selon vous, il est isolé, parce que c'est important aussi de parler de ce pouvoir. Est-ce qu'il est isolé, ce chef de l'État aujourd'hui? En tout cas, il a reconnu l'air. Alors, je n'aime pas trop ce mot, mais est-ce que c'est réellement une marionnette? Il a dit plus que dit sur la... Est-ce qu'on l'a guidé hier soir? Certainement. Il a dit plus que cela à propos de l'armée, d'une façon générale. Parce qu'il a reconnu de façon implicite qu'il était sous curatelle. Cet homme est sous curatelle des généraux, parce qu'il a dit que l'armée était consacrée par la déclaration du 1er novembre, alors qu'il n'y avait pas d'armée. Il n'avait ni ALN ni rien du tout. Bon, l'ALN existait, mais il n'y avait pas, le corps n'existait pas encore. Non, il a parlé de la déclaration, je ne parlais pas de post-déclaration. Non, factuellement, c'est la déclaration. Mais donc voilà, consacré. C'est un homme qui n'est pas à la hauteur de la fonction qu'il a
qu'il usurpe. C'est une usurpation de fonction. On ne peut pas dire autre chose. Il faut situer les responsabilités aussi. Oui, oui. Mais ça va loin quand même parce qu'en écoutant le chef de l'État hier, les Algériens sont heurtés, sont meurtris aussi. Là, on les je ne sais pas comment dire, j'ai pas le mot, mais on les ignore plus que ça. À un moment donné, il y a peut-être quelque chose d'inhumain. Il n'y a pas que lui, mais d'inhumain dans cette situation. Mais cet homme-là et d'autres, et surtout ceux qui l'ont installé à ce poste, à cette fonction. C'est ça, la responsabilité. Absolument, ils ont une lourde responsabilité. Pour citer Léon Daudet, ils doivent faire leur toilette morale. C'est extrêmement grave. L'Algérie n'est même pas... Bon, elle est sous domination d'une faction de l'armée, d'une faction militaire qui tient ce pays, qui n'aime pas même la colonne vertébrale véritablement. Si au moins elle était la colonne vertébrale. Parce qu'on a vu que cette colonne vertébrale s'est démembrée. Je vous donne la parole, je voudrais juste qu'on diffuse en régie, s'il vous plaît, les garçons, la vidéo numéro 5. Vous allez voir que le chef de l'État nous dit que d'ici un an, on va régler certains soucis d'eau, notamment avec des centres d'épuration venant de la mer. On connaît l'Algérie aujourd'hui, ses problématiques d'eau. Il n'y a rien d'extraordinaire, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Et puis dans la foulée, la numéro 4, et là où il propose une revalorisation du chômage. باش تحل المشكل ما فيه لا عصا موسى ولا خاتم سيدنا سليمان ولا تقرر وتطبق في 10 سوايع. قرار خديناه. الشيء اللي ما ينشفش هو البحر. إذا قررنا باش تموين العاصمة يكون بنسبة 70% من تحلية مياه البحر. باش on va lancer 2 stations فيها كاين تاع فوكا ندير 120,000 متر مكعب اعتقد، وفيه نديرو 3 نتاع 300,000 است اي وست الجي اس الجي وست 300,000 صافرة 6,000 بلس 7,000 يكفي لارجومون لا بوبولاسيون. وهكا السد ما ناخذ من السد الا 20%. السد حتى ولا النهار اللي نشوفوا بلي لازم صيانه ناخذ من السد اكثر من تحتي، ولكن يكون عندنا بوتنسيالمون ما يكفي العاصمه، ما يكفي 6 ملايين نسمه. On tape sur 6 millions à peu près pour ne pas avoir des... وهران نفس الشيء. إذن المجلس الوزاري الأخير خدينا قرار نتاع انطلاقة فورية بالمحطات هذه تحلية المياه نتاع 300,000 شرق غرب وسط إن شاء الله. ربما نعلن عليها اجتماع مجلس الوزراء المقبل على أساس نرفع قيمة المنحة نتاع البطالة. هذا سكوب إن شاء الله. احنا المهم صونة كرامة الشاب الجزائري وما يخلي حتى واحد يستعملوه سياسيا. J'ai toujours une pensée pour mes confrères et consoeurs en Algérie, car c'est vrai qu'ils font leur travail, ils tentent de faire leur travail, mais c'est vrai qu'avoir un chef de l'État en face de lui, de soi, comme ça, dans un pays. Hier soir, on avait l'impression de vivre une interview dans un pays normal, où c'est plutôt pas mal sur plusieurs axes, plusieurs thématiques. Alors j'ai dit épuration, apparemment, et dire, me le faisait remarquer Onouron, station de dessolement bien sûr, mais à la fois, voilà, en parlant d'eau, normalement, il y a longtemps que ça aurait été fait. Vous avez la parole, Karim. Donc déjà, moi, je dois vous faire une confession, c'est que j'étais un petit peu fatigué ces derniers jours, et hier, mon médecin m'a appelé, il m'a vivement déconseillé de voir l'interview. Donc cette interview, je ne l'ai pas vue. Okay. C'est sérieux voilà. ou c'est... C'est sérieux. Il m'a dit, je te déconseille de la voir pour ta santé mentale et pour ton moral, pour ton bien-être. Essaie juste de voir un résumé par la suite. Et décrocher par rapport à l'activité. Voilà. Et donc,
J'ai décroché hier soir, et puis le matin, il y a un ami à moi qui a eu la bienveillance de me faire un résumé, et puis j'ai vu les extraits qui circulent un peu partout sur le web, donc j'ai vu tous ces extraits-là. Donc, la première chose, on a vu un président quand même qui, entre les lignes, menace les Algériens, il les menace ouvertement, hein, un affront, hein, donc c'est un affront aux Algériens. Il met en garde beaucoup, c'est intéressant ce que vous dites. Oui. C'est un affront. Après, derrière, par contre, on voit des choses très graves se passer en ce moment en Algérie. C'est-à-dire, il y a d'un côté, comme le disait tout à l'heure Deidir, c'est-à-dire, il y a d'un côté, on voit l'incompétence, hein, donc déjà son incompétence à lui, l'incompétence de son entourage, qui normalement aurait dû le briefer sur certains sujets quand même. Par exemple, il parle d'adresses IP, qu'on est incapable d'avoir des adresses IP. Je lui rappelle quand même qu'actuellement, même des adolescents peuvent avoir des adresses IP de tout le monde. Donc ça, c'est pas une chose, c'est pas une trouvaille, pas un scoop. Sur d'autres sujets aussi, c'est la même chose. Donc une incompétence totale, et de lui et de son gouvernement, qui sont complètement illégitimes. Mais moi, ce qui me fait peur, et après par la suite, derrière la peur viendra l'indignation, c'est l'irresponsabilité de ceux qui l'ont mis ou qui le maintiennent, donc qui l'ont mis à une certaine époque et qui le maintiennent actuellement, qui le maintiennent sur place. C'est-à-dire, nous, on sait très bien que c'est un président illégitime qui a été imposé aux Algériens, mais on voit qu'il y a quand même une volonté de le maintenir au poste, alors qu'on voit très bien que ce personnage-là, pour moi, c'est une sorte d'hernie politique. Vous voyez, dans un système, il ne fait même pas partie du système. Moi, je ne peux pas dire qu'un type pareil fait partie du système. Alors, comment vous le voyez réellement? Est-ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il est isolé? Est-ce qu'il est seul? C'est un personnage, un chef de l'État illégitime qui porte un costume qui est très très gros pour lui. Mais on parle beaucoup de panier de crabe aujourd'hui, depuis longtemps. Comment vous le voyez? D'ailleurs, c'est une question que je peux vous poser à tous les trois. Le siège du mort, c'est un siège éjectable. Je pense qu'il continuera pas longtemps. Mais en dehors de tout cela, je pense maintenant, le message le plus important pour moi, c'est que notamment, conjugué avec la crise sanitaire actuelle et la crise économique et tout ça, je pense que maintenant, c'est aux Algériens de prendre acte de ce discours et de la situation générale. Soit c'est la révolution générale, soit c'est la révolution générale, pacifique, mais générale contre ce système, pas contre ce pseudo-président, parce qu'il n'a aucune légitimité, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune posture, aucune texture, aucune profondeur, rien. Il est transparent, c'est même pas un nombre de paille, c'est moins que ça. Mais maintenant, est-ce que les Algériens accepteront encore d'être, entre parenthèses, dirigés par un personnage pareil, ou est-ce qu'ils vont prendre acte pacifiquement, mais avec détermination, parce que là, il ne s'agit pas seulement d'une chose politique dont on pourrait débattre idéalement, mais il s'agit maintenant, non encore plus de la survie de l'État, mais maintenant, c'est de la survie des Algériens, parce que là, la défaillance de ce système que représente, qui passe par exemple à travers ce personnage, maintenant les Algériens la vivent dans leur chair, et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire, si on accepte maintenant, moi je vais vous dire, celui-là, ce type-là, c'est le président idéal pour un peuple soumis. Ça sera voilà. Et c'est le candidat idéal pour le néocolonialisme. Et c'est pour ça que, parce que quand on regarde la littérature africaine, tout ça, on voit que ce genre de personnages ont été rencontrés, observés un peu partout en Afrique. C'est le candidat idéal pour les puissances néocoloniales qui veulent empêcher une nation de se relever, alors on l'impose des personnages comme ça. Pour moi, moi personnellement, il ne me représente pas. J'ai rien à voir avec ce personnage. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut passer à l'acte politiquement. Je dis bien politiquement et pacifiquement. Mais ça, pour moi, c'est pire que, par exemple, l'affaire du 5e mandat. Pour moi, ça, c'est pire que le cadre. Parce que, par exemple, on prend l'exemple du niveau intellectuel. Franchement, c'est de quel niveau? Franchement, on peut tout dire de Bouteflika, mais à un certain moment, quand même, cognitivement, quand il était pour valide, les connaisseurs, cognitivement, ça se tenait. Ouais. Mais là,
Là, on a dépassé. Pour moi, c'est pire que le cadre, Vous avez dit, pire que le 5e mandat, quelque chose pire que, d'intéressant. que les chevaux qu'on offrait au cadre. C'est pire que tout ça. Oui. Ça, c'est un élément révolutionnaire, pacifique. On laisse passer la crise, on prend acte, on note, et à un certain moment, il faut se soulever à chaque fois, c'est pacifiquement. les 10-15 dernières minutes, justement. Ça sera certainement la réponse derrière, c'est cette révolution. Il n'y a pas le Parlement ne sera pas là pour écouter ou entendre ces hommes et ces femmes qui, on va dire politiques, hein, qui dirigent de la sorte ce pays, mais certainement la révolution. Idir Nouron, vous avez la parole juste derrière. Jusque Zaki Hannash qui lui dit clairement qu'il y a 204 prisonniers, il est très connu, hein, il est vraiment militant sur le terrain, 204 prisonniers dont 4 femmes qui sont poursuivis pour des faits liés à leurs idées, leurs propositions, notamment leurs positions politiques. Voilà ce qu'a dit, ça va, vous allez vous retrouver là-dedans, l'avocat Saïd Zahi, en commentant l'intervention de Tebboune hier, je cite ce qu'il dit. Un discours dans lequel il y a une grande haine envers le mouvement populaire, pas uniquement les militants du Hirak, mais envers tous les Algériens qui vivent en dehors de l'ENTV, du JT national. La vidéo numéro 9, parce qu'elle est très importante, vous allez voir qu'ici, concernant la production d'oxygène, il s'attaque aussi quelque part un peu aux réseaux sociaux en disant que c'est pour faire peur au peuple, qu'il y a 90% de mensonges et limite ce sont des malades mentaux quand on sait qu'il y a des centaines de milliers de postes par jour maintenant. Tous les Algériens et les Algériennes sont des malades mentaux. On écoute. On s'est adapté. يعني تأقلمنا مع الوضع فيه 90% كذب في الريزو سوسيو. الله لا يسامحهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يحوسوا يخلعوا الناس ويخلعوا الجزائريين ويفرح لما يخلع انسان يفاجئوا بهذا يفرح. هذا ناس مرضى يرفيان de la psychiatrie beaucoup plus que du pôle. C'est des malades mentaux. فتحنا في الفنادق. الجيش كذلك فتح الفندق تاع بن عكنون اللي كانوا خصوا للراحه نتاع نفس الشيء فتحوا، ولا كان لازم نفتح مازال ما وصلناش للمستشفيات الميدانيه تاع الجيش. بالنسبه للاكسجين صح، الاكسجين اقوى انتاج كان في ورقله، اصبح الغاز يمشي يتصور من ورقله باش. Un chef de l'État qui parle de malades mentaux. Vous êtes tous les trois sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi... C'est inadmissible. Mais comme l'a évoqué, je crois, Brahim, et même Karim, pardon, je vais donner de la voix, nous payons les inconséquences aussi. Quand il s'exprime en disant « nous avons la constitution la plus libérale, vous pouvez créer un parti sur simple déclaration, une marche sur simple déclaration », mais il oublie l'article 30 consacrant l'armée comme veillant sur les intérêts stratégiques et vitaux du pays dans son alinéa 4. Il oublie que le pouvoir qu'avait l'armée de facto, c'était dans les chaumières et c'est l'armée qui décide, ce pouvoir est exercé légalement maintenant. Et là, on demanderait aux politiques de voir comment ils pourraient se baser sur ça pour un peu déconstruire. Il ne s'agit pas d'attaquer l'institution militaire, encore une fois. On ne peut plus payer les conséquences d'un choix politique du commandement militaire qui nous ont amenés dans cette impasse que je dirais, elle est historique parce qu'elle est porteuse de grands dangers. Le deuxième élément, c'est l'article 87 bis qui a été voté, même pas, qui a été donc promulgué par ordonnance, qui est légitime, qui est dans le cadre de la loi, mais qui n'a pas été discuté au Parlement. C'est un acte criminogène, dans le sens où si M. Brahim Younsi, qui n'est pas dans les formes constitutionnelles, rédige une contribution qui irait à l'encontre de la doxa du pouvoir, il finira classé terroriste et en prison. Il faut l'abroger le plus rapidement possible. C'est ces incohérences successives qui empêchent, disons, l'élite politique, l'élite, guillemets, on en a parlé très souvent de l'élite, et j'espère à la reprise du Hirak, il faudra changer de paradigme, il faudra trouver d'autres moyens de lutte,
Il est temps maintenant de construire l'alternative sur une base de projet. Ça ne peut plus. Et puis nous, on est un peu fatigués de voir chaque fin de mois faire l'exégèse de l'édito d'El Djej ou les propos de M. Chengriha. Parfois, ou les propos de M. on ne peut Tebboune. pas passer à côté pour Non, informer, on est d'accord. la population algérienne parce qu'ils n'ont pas accès à ces médias et le monde entier surtout. Je ne parle pas des gens de ma génération qui sont out, mais comme Karim et tous les jeunes, et je parle au nom de Brahim. Vous n'êtes pas out, vous avez encore de l'avenir. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il commence à construire le projet, mais à déconstruire le premier et à reconstruire un autre. Oui, bien sûr. Le peintre belge Bram van Velde, il faut un certain courage pour l'écouter. Il faut vraiment du courage pour écouter. Mais c'est important ça, vous gardez la parole. Il nous reste du temps, mais c'est important parce que les nouvelles générations s'éveillent avec ce genre avec ces interventions. Elles ont besoin d'écouter pour peut-être retrouver la rue derrière. Ne parle pas la même langue que nous. Je l'ai écouté pendant 1 heure et 42 minutes, je crois. J'avais l'impression qu'il parlait javanais. Et je voyais une langue fourchue et une pensée magique. Tout ce qu'il a dit pendant 1 heure plus de 40 minutes, c'était de la pensée magique. Il n'y avait aucune rationalité. C'est un autre monde. De ce qu'il annonnait. C'est extrêmement grave d'avoir un chef de l'État de ce niveau et de cette psychologie. Parce que psychologiquement, il dit que les autres sont des malades mentaux, alors que psychologiquement, je ne suis pas psychologue, je ne parle quasiment jamais de psychologie. Ni psychiatre. Mais ça se voit que c'est un homme qui n'a pas toute sa santé mentale. Il n'a pas toute sa santé mentale. D'abord, il ne faut pas avoir sa santé mentale pour avoir accepté d'être sous la tutelle ou la curatelle d'autres personnes. Vous avez la parole, Karim. Je vais juste citer ce que disait le chef de l'État, ça sera la dernière expression, sur la vaccination. Je lance un appel aux citoyennes et citoyens pour affluer massivement sur la vaccination. Faut-il encore que le pays soit organisé à tous les niveaux, je vous passe les détails, pour être vacciné. Avec la vaccination, ce problème d'oxygène ne se poserait pas, dit-il. Même si on attrape le Covid, c'est sous forme légère comme une grippe. On voit ici le chef de l'État qui a des connaissances médicales, mais l'un ne va pas sans l'autre. Tous les hôpitaux sont munis d'oxygène. Justement, en parlant de rationalité, pour dire qu'on ne fait pas uniquement dans la critique et la déconstruction du discours de ce système, j'ai un ami qui m'envoie des éléments d'un plan de lutte qu'il faudrait vraiment qu'il soit exécuté, mais vraiment très très vite, parce que je sais très bien que les agents de la police politique sont en train de voir cette émission, donc ils ont dû noter toutes les critiques qu'on a faites. Là, on leur propose même des propositions à eux, parce que là, la situation est grave. Si on revient à la rationalité, si on prend par exemple les chiffres de l'OMS pour la Tunisie, c'est 1771 morts par million d'habitants, ce qui pour l'Algérie, si on applique les mêmes paramètres, qui sont à peu près maintenant équivalents, ça donnerait plus de 80 000 morts. Donc ça serait un génocide sanitaire et ça pourrait augmenter. La solution, c'est que là, ils arrêtent leur charabia politique et qu'ils reviennent à la rationalité. Il faudrait au moins qu'ils débloquent 2 milliards, 1,5 jusqu'à 2 milliards de dollars pour acheter 70 millions de doses de vaccins. Et puis par la suite, préparer la logistique, parce que c'est un gros problème. Il ne suffit pas d'acheter les doses. Il faudrait préparer un plan de logistique, mettre en place un plan de logistique, parce que même des pays géants comme les États-Unis, même la France, l'Angleterre, ils ont rencontré de gros problèmes à ce niveau-là. Et puis par la suite, laisser la sensibilisation se faire par des gens, excusez-moi, crédibles et propres. Parce que les Algériens ne croient pas Tebboune. N'ont plus confiance. Donc, il y a une crise de confiance totale. Totalement, donc, la sensibilisation, la prévention devrait se faire en passant par des gens crédibles, par des personnalités crédibles qui ont un certain crédit auprès des citoyens
pour qu'au moins le message soit audible. Donc la situation, c'est très sérieux, mais je pense que là, moi, ce qui me redonne un peu espoir, c'est que je crois qu'actuellement, les Algériens sont en train de se rendre compte de l'aspect visionnaire du Hirak, de ce qu'était le Hirak réellement à un certain moment, lorsqu'on disait « c'est-à-dire à un certain moment, la crise va passer, il faudrait qu'on réinvestisse les rues. Le projet, c'est clair, c'est d'éraciner pacifiquement ce système et jeter les bases, les nouvelles bases d'un État de droit qui garantirait la citoyenneté, les valeurs citoyennes à tous les Algériens et qui protégerait les Algériens. Parce qu'on voit maintenant que les Algériens, dans cette crise, tous les Algériens sont des victimes potentielles. Et on est meurtri de voir tous les jours des proches, des moins proches, partir comme ça, sans qu'ils soient pris en charge par un système pour lequel ils ont payé et qui est financé par leur argent. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, là il a parlé d'une prime chômage, par exemple, une prime aux chômeurs. Les chômeurs ne l'ont jamais touché. 99% des Algériens ne savaient même pas qu'il y avait cette prime-là. Elle n'existait pas. Donc comment on pourrait augmenter Elle existait dans les textes, mais elle n'était pas mise en application depuis des années. Je pense qu'elle existe depuis 93, je crois. 94. Et ça. Puis, elle est de quel montant Voyons. Alors là, il parlait de 3 000. Oui, il voulait la passer à 10 000, je crois. Il voudrait la passer à 10 000. De 3 000 c'est 50 euros. Ah oui, c'est sûr que c'est dérisoire. Hein. Alors, je vous donne juste 2-3 axes parce que ça va aller vite et je voudrais vraiment que vous garniez la parole. La semaine dernière, lundi dernier, on parlait de ce système et ce régime qui est là. Certains disent qu'il est en train de s'effondrer, voire disparaître de par... voilà, on ne va pas y revenir parce qu'il y a 2 clans, etc. Et puis d'autres, comme Karim Naouti Slimane ou Samir Yahyaoui, disaient quand même qu'il est rigide, il est là, c'est un canard qui est là, mais qui avance toujours. Donc question, comment un peu vous voyez ce pouvoir, ce régime, malgré les incohérences et les dires et les expressions d'Abdelmajid Tebboune. Et puis la suite, est-ce qu'effectivement, demain, la seule réponse, c'est cette révolution qui doit reprendre. Malheureusement, je dis bien malheureusement, cette crise servira à une nouvelle dynamique pour la révolution. Avant cette question, je voudrais juste aborder... Il nous reste 10 minutes. Ouais, voilà, juste aborder une question où il a parlé de politique étrangère. C'est là où on voit toute la légèreté du discours et l'impréparation. Sur le dossier malien, où il dit, nous, carrément, même de manière triviale, nous on bloque la frontière, mais notre sécurité elle commence à Bamako, elle ne commence même pas à nos frontières sud. Quand il parle de la Libye, je suis désolé. Il prétendait dans des précédentes réunions avec la presse que bon, il était au fait des rapports endogènes dans la société libyenne, les tribus, pas les tribus, etc., etc. C'est vrai que les tribus ne sont pas investis dans la guerre, ils comptaient sur ça. Mais on a été giclés des réunions sur la crise libyenne. Le Maroc est tout aussi impliqué que nous, alors qu'ils n'ont pas de frontières. C'est pas une gifle pour l'Algérie de dire ça, c'est factuel. Par contre, il a beaucoup de mérite en parlant de régler les problèmes entre le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte pour le problème du Nil blanc, du Nil bleu et du fameux barrage. C'est très loin de chez nous, ça. Nous avons le temps. Et quand il dit nous sommes une puissance régionale d'après un cabinet, etc., mais on n'attend pas d'un cabinet de dire qui vous êtes. C'est à vous à prouver qui vous êtes. Une puissance régionale, être puissant, c'est quoi? C'est d'abord être autosuffisant au niveau de l'alimentation. C'est être qu'on ait les moyens de se faire soigner. C'est pas simplement avoir des chars et des blindés. L'environnement. C'est toutes ces questions-là. Enfin, on en parlera parce que c'est... Je voudrais juste que vous réagissiez peut-être... Et être unis sur au moins les grandes lignes. C'est ça. C'est ça. Oui. Être unis sur c'est ce que je dis souvent, c'est la vision historique du pays. Des lignes, parce que là, il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. Par rapport au système... Alors, en 2 minutes, parce que malheureusement, je voudrais... Oui. Alors, c'est le système et cette révolution. Moi, j'ai toujours parlé de problématiques de système, je n'ai pas parlé de clan. Parce que le système, il est là, il est ancré. Il est là, et quand il centre quelqu'un, je vais rappeler le souvenir du général Boussrif, quand ils ont décidé de sortir, il a été banni. Bon, sur un plan politique, ça je parle des militaires, il y en a eu d'autres, qui ont eu des morts douteuses, etc., etc. Quand il s'agit des politiques, l'archétype d'exemple, c'est Belkhadim qui a été banni. Le système est encore, pour le moment, il tient encore. Le souci,
ou alors, si vous voulez, la perspective, c'est quoi? C'est qu'ils comprennent le peuple, c'est qu'ils entament leur mutation. Le système, Le système vous y à croyez? l'intérieur, non, c'est-à-dire comme le cœur nodal du système est le commandement militaire et accessoirement l'institution. Il faut à tout prix que ceux qui ont à la charge des grosses décisions de l'État, au niveau militaire, puissent comprendre que ça ne peut plus durer, qu'ils doivent entamer la mutation et accompagner la révolution. Je ne vois pas un pouvoir qui a peur de son peuple. J'en vois pas. Donc il faut la souveraineté populaire. De cette souveraineté populaire, il y aura une souveraineté nationale. À partir de ce Brahim moment-là, Younsi, on on voit aura mon bras à la l'occasion. caméra comme ça, au moins, je passe dans le champ. Ce n'est pas surprenant. Pas sur ces deux points, mais à la fois réagissez comme vous le souhaitez. Ce n'est pas surprenant. Mais ce pouvoir est rejeté dans les élections et dans la rue. Donc il est en faiblesse tout de même? Plus que cela, je suis désolé. Il est isolé? Moi, je crois que c'est un pouvoir et la prestation, entre guillemets, et tous les mensonges et les fausses vérités du chef de l'État hier montrent, en tout cas de mon point de vue, que... Et puis le fait qu'il se soit appuyé de cette façon assez visible, parler de raclée donnée, alors qu'il y a eu 250 000 morts, 20 000 disparus, parler de cette façon-là. Oui, d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais c'est... Parler de raclée, oui, c'est indigne et doublement indigne d'un chef de l'État de parler de son peuple de cette façon-là, alors qu'il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime dans les élections et dans la rue. Vous parliez de la révolution, ce que je souhaite, j'espère. C'est vrai qu'il y a des circonstances exceptionnelles pour lesquelles cette révolution ne s'exprime pas comme elle s'est exprimée. Simplement, j'espère qu'elle ne nous fera pas une grossesse nerveuse. C'est-à-dire? Bon, vous regarderez le dictionnaire, c'est-à-dire que c'est du vent. Oui. Désolé. Il ne faut pas que ça soit du vent. Hein? Il ne faut pas que ça soit du vent. D'où la nécessité de... Absolument. Il ne faut pas non plus, j'ai l'impression que c'est là où le bas blesse, en tout cas ce que je perçois, à l'extérieur. À l'intérieur, moi je le perçois moins. Peut-être. C'est que les gens croient que l'émiettement, c'est le pluralisme. Vous avez encore un peu de temps. Est-ce qu'on peut, en écoutant hier Tebboune, on l'a vu, on ne va pas y revenir, analyser, mais est-ce qu'on peut sentir tout de même qu'il y a une crainte d'Abdelmadjid Tebboune ou du régime, qui est une crainte parce qu'il y a cette Algérie, d'ailleurs le titre de l'émission c'est l'Algérie d'un côté, et Tebboune de l'autre, qui est un pays qui est uni maintenant, qui est solidaire et qui se dit on n'a plus confiance, on va se débrouiller, vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai de ce point de vue-là. Mais il faut absolument qu'il y ait un consensus, qu'on le veuille ou non, pas idéologique évidemment, mais un consensus politique. Il faut qu'il y ait un consensus politique entre l'ensemble des partis, des grandes familles, etc. Un consensus politique. Les partis politiques qu'on entend très peu d'ailleurs, voire pas du tout. Je termine. La question fondamentale, à mon sens, au lieu de s'anéantir, j'ai peur de cela, je commence à le craindre, au lieu de s'anéantir, il faut s'unir. Karim Naïtou Slimane, sur ces deux axes, par exemple. Moi, si vous permettez, Brahim Younsi, je vais être en désaccord avec vous sur le dernier point, parce que je ne pense pas que ce soit une affaire d'union politique. Je pense qu'actuellement, la situation a dépassé le politique. Déjà, même pas la politique, mais même le politique. Et d'ailleurs, dans cette crise actuelle très grave, il n'y a pas que le système qui est absent. On voit aussi même les partis sont absents. Les partis, les opposants, les figures d'opposition, on ne voit pas grand monde. Et la situation est difficile, c'est peut-être compréhensible, mais ça n'empêche pas que ça leur enlève leur rôle. Moi, je pense que la situation maintenant est une situation historique dans laquelle maintenant les Algériens, ils ont vu une démonstration par les faits
de la gravité de la situation qu'ils sont en train de vivre. Soit maintenant le peuple décide d'être peuple, de revendiquer son droit à la vie, pas seulement à l'existence, parce que exister n'est pas vivre. Vivre, bien sûr, vivre, ça implique la liberté, ça implique la puissance, ça implique beaucoup de choses en tout cas. L'Algérien actuellement, depuis 1962, ce système lui assure l'existence, la plus triviale d'ailleurs. Donc là, soit le peuple prend ses responsabilités et prend le taureau par les cornes, si vous m'autorisez l'expression, soit il attend, et on se soumet tous, on attend, on reste dans cette attente, et après on se rejetterait entre nous la responsabilité. Vous voyez, c'est comme la patate chaude. Je vous la jette, vous la rejetez de l'autre côté, les partis vont dire c'est le système va dire il n'y a pas d'alternative, ceux qui sont dans les partis vont dire que c'est les personnalités, c'est les divisions. Alors on va rendre l'antenne. Est-ce que vous êtes optimiste, vous? Est-ce que vous pensez que juste derrière... Je suis vigilant cette fois-ci. Je suis vigilant et je suis, comme diraient certains philosophes, je suis aux aguets. Mais grâce à cette crise, c'est dur à dire, mais est-ce qu'elle ne permettrait pas d'avoir un regain, d'avoir une mobilisation les crises, selon vous, on verra, les crises ne permettent pas, pour moi, les crises c'est des épreuves. Et je terminerai par ce que dit Nietzsche, toute situation de faiblesse est une occasion de force. Il reste une minute, donc soit vous la partagez en 20 secondes chacun, soit vous la prenez entièrement. Allez-y. Moi, je crois que aujourd'hui, je crois pas que nous ne sommes pas dans un temps là, tout de suite, dans un temps historique. Nous ne sommes pas dans un temps historique. Nous étions dans un temps historique. Nous sommes sortis du temps historique pour entrer, et tu viens de dire les choses, et nous l'avons dit la semaine dernière, dans un temps de l'existence. Aujourd'hui, les Algériens ont pour seul souci d'exister. Pour dire être, dans le sens de se protéger. Oui, absolument. Absolument. L'existence et l'essence. Là, on n'est pas arrivé à l'essence. On est au stade de l'existence. Nous sommes dans l'état. Ce n'est pas être, c'est dans l'état. Voilà. Messieurs, merci infiniment d'avoir été avec nous. Souveraineté légitime, tout simplement. Ce qu'ils n'ont pas su gagner par les urnes, c'est d'avoir la légitimité populaire. Ils vont avoir cette légitimité je ne sais pas qui a dit, du rezoul, c'est ça, par la force, par le déni de justice, par les embrigadements, les embastillements. Merci. Et c'est pas possible. On aura plaisir de se retrouver, pourquoi pas, lundi prochain avec plaisir. L'Algérie d'un côté et Tebboune de l'autre. On est revenu longuement ce soir sur ces annonces et cette interview. Encore une fois, j'ai une pensée vraiment à mes confrères, à mes consoeurs, face à ce chef d'État hier soir. Edine Nouron, merci, analyste politique. Brahim Younsi, membre du cadre du MDA 82-88. Merci. Karim Naïtou Slimane, analyste politique, militant politique. On n'a pas réussi à joindre Zoubir Anebashi, médecin, qui apparemment a dû être réquisitionné dans le cadre de son travail. On sait combien c'est difficile d'être médecin en Algérie. Ramzan, Karim, Abdellah, Ahmed, merci d'avoir réalisé techniquement cette émission. Et merci à Nesrine Tourti de l'avoir préparée à mes côtés. Une pensée, toutes les personnes disparues et à toutes ces familles qui sont dans la douleur en Algérie avec cette crise sanitaire. Rendez-vous demain soir, 18h30, heure d'Algérie, à la même heure pour un nouveau numéro de Microscoop.